Nous sortons de la conférence scientifique organisée au Palais des Congrès du 25 au 28 octobre par le Centre international de recherche et documentation sur les langues et les traditions africaines, le CERDOTOLA. Cette conférence, vous l'imaginez, a rassemblé d'éminentes personnalités pour conduire la réflexion autour du thème « La nouvelle pensée africaine ». Et nous avons la chance de rencontrer ce matin dans le cadre de Politics un acteur majeur de cette conférence. Il est auteur, vous le connaissez très bien. Il s'agit du professeur Jean-Philippe Omotunde Kalala. Merci de nous faire bon accueil. Merci également d'être venu au Cameroun. Alors, nous sortons de cette conférence, on parle beaucoup de la nouvelle pensée africaine, mais le grand public demande bien ce qu'on met dans la nouvelle pensée africaine. Mais vous savez, les racines de baobab ne peuvent pas faire pousser un manguier. Chaque arbre a ses racines. Donc, et pourquoi la graine commence par faire des racines avant de devenir un arbre? Tout simplement parce que c'est là où elle va chercher sa puissance. Et la puissance se trouve dans nos racines. Il faut savoir que j'ai eu l'occasion d'organiser, par exemple en Guadeloupe, en 2009, un colloque mondial des mathématiques africaines. J'ai invité tous les grands savants et scientifiques, donc du nord comme du sud, pour aborder cette question. Et la chose qui a été dite, c'est que lorsque vous rentrez dans un ordinateur, c'est-à-dire quand vous ouvrez un ordinateur, vous rentrez dans le cerveau d'un Africain. C'est le professeur Eglache qui l'a dit. Pourquoi il l'a dit? Il a dit parce que quand les scientifiques occidentaux sont partis à travers la planète pour rechercher des formes de pensée scientifique, il n'y a qu'en Afrique qu'ils ont trouvé la solution à toute la technologie moderne. C'est-à-dire quand vous utilisez votre carte bleue, vous utilisez votre téléphone portable, un ordinateur ou la télévision, les seules mathématiques qui conviennent au niveau du binaire, ce sont les mathématiques africaines. Donc quand on parle en fait de créer une pensée nouvelle, c'est de réactualiser le niveau de conscience que nous avons de notre réalité en termes de patrimoine et de matrimoine d'ailleurs aussi, de manière à faire en sorte que lorsque nous réfléchissons à notre modernité, que nous puissions avoir comme centre le patrimoine de l'Afrique. Et ça, c'est important. Autant on pose des questions autour de la nouvelle pensée africaine, autant on s'interroge sur ce que vous appelez la renaissance africaine. Qu'est-ce que vous mettez dans ce cadre? Il y a bien des choses à définir. Oui, c'est-à-dire que nous sommes déplacés de notre centre. Et il faut véritablement revenir au centre. Pourquoi? Si vous n'êtes pas au centre, vous êtes en périphérie. À partir du moment où vous êtes en périphérie, c'est-à-dire que vous exécutez des ordres qui sont donnés par un autre que vous. Ce n'est pas le but du jeu. Vous savez, quand on parle de renaissance africaine, vous savez que c'est surtout le professeur Cheikh Anta Diop qui a vraiment mis l'accent sur cette chose-là. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on reste dans le cadre de la réflexion? Est-ce qu'il y a déjà des actions précises qui montrent que finalement on prend conscience de cette renaissance africaine? Quand vous regardez les textes, je l'ai montré d'ailleurs lors de mon intervention au CERDOTOLA, vous regardez un texte d'une confrérie initiatique, prenons le MVET avec Eyo. Mais c'est de la cosmologie, c'est de l'astrophysique. Donc la chose, c'est qu'il y a bien un mode d'accès à la modernité dans une sphère de pensée africaine qui fait que ce n'est comparable à aucune autre forme de pensée. Mais ça, les chercheurs occidentaux vous le disent. Je prends par exemple, je suis au Cameroun, j'ai montré par exemple, quand vous prenez le Ndop, les tissus babéliques avec ces... Tout ça, c'est des mathématiques. Vous êtes auteur, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages. Il y a notamment celui qui porte sur l'origine négro-africaine du savoir grec. Je m'en tiens à cet ouvrage parce qu'il y a là-dedans des pensées, des messages que vous véhiculez. Vous nous présentez en quelque sorte des témoignages vivants des anciens qui parlent de l'histoire de l'Afrique. Mais la question qu'on peut vous poser, vous pensez que l'histoire telle qu'elle est contée aujourd'hui aux Africains, elle est biaisée au départ? Totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la géopolitique a pris le pas sur les rapports entre les peuples. Et c'est ça le problème de fond. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas au Nord à falsifier l'histoire du Sud, alors que tout le monde sait que c'est dans le Sud qu'est née la civilisation. Vous savez, les Européens, il n'y a pas si longtemps, c'était des nomades. Les Arabes, c'était des nomades. Les Juifs, c'était des nomades. Les nomades ne construisent pas de villes. C'est pour cette raison que l'Europe, c'était une femme africaine. Et les villes existaient avant l'arrivée des Occidentaux en Europe. Son frère Cadmos, c'est lui qui a apporté l'écriture aux Noirs qui vivaient en Europe. Les Européens sont arrivés après. Quand vous prenez par exemple la Rome antique, mais savez-vous que des Noirs vivaient en Italie avant l'arrivée des Caucasiens? C'est-à-dire que l'Europe se sert d'une histoire qu'il invente, l'Europe invente une histoire pour se glorifier auprès des pays du Sud. Mais professeur, comment vous expliquez ces décalages, comment vous expliquez ce travers, quand on sait que en fait l'intelligence est universelle?
on aurait pu éviter ça, c'est-à-dire que transmettre aux jeunes Africains la réalité de leur histoire. On m'a demandé de faire une conférence pour des chefs d'entreprise à New York. Je leur expliquais que c'est quand même très étrange qu'au niveau de cette société, elle soit toujours dans un choc des couleurs de peau. C'est-à-dire qu'il y a un racisme, il y a quelque chose qui crée des tensions. J'étais obligé de leur rappeler. Sur le billet d'$1, la pyramide qu'ils ont faite, elle est en Afrique, elle n'est pas en Occident. Bon, la notion de monnaie, c'est une invention de l'Afrique. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité s'appelait le châti. Bon, Narmer, quand il a fondé son premier palais, c'est celui qui a unifié la Haute et la Basse-Égypte en 3200 de l'ère ancienne africaine. Son palais s'appelait Inech-Eb. Quand vous traduisez Inech-Eb en français, ça veut dire la Maison Blanche, parce que c'est un palais en calcaire blanc. L'aigle aile déployé, c'est le symbole de Narmer, qui est le faucon rouge. Ça veut dire qu'il n'y a rien émanant de la pensée intellectuelle occidentale déjà sur le billet $1. Et c'est sur le billet $1, ils veulent imposer leur hégémonie sur le monde, alors qu'il n'y a rien qui correspond à la maturation de leur pensée. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a un déficit de connaissances dans le monde africain. Parce que s'il y avait cette connaissance-là, on ne serait pas impressionné, on ne chercherait pas nos modèles civilisationnels à l'extérieur du continent africain. Et c'est par l'enseignement qu'il faut le régler, c'est par les médias aussi. Donc l'enjeu, c'est quoi? Il faut réadapter à l'actualité scientifique le modèle d'enseignement au Cameroun. Je m'intéresse aux chercheurs que vous êtes, à l'historien, je m'intéresse à l'auteur, je m'intéresse à vous comme personne. Il s'est dit que vous avez rejeté votre prénom occidental, Jean-Philippe, pour affirmer vos origines africaines. Vous avez pris un autre nom, comment expliquer ça? Alors il faut savoir que la problématique de fond, c'est qu'à 14 ans, j'ai pris conscience que les adultes n'avaient pas l'intention de me parler du génie africain. Quand j'ai été au bac, j'ai soulevé la problématique de la source d'information. Vous savez, j'ai commencé les humanités classiques africaines avec une structure qui avait été créée par des Camerounais à Paris, dans le 12e arrondissement, qui est la Siva Serva. Et notre cher professeur Doukaya, c'était lui qui enseignait donc à l'époque à l'Institut. La chose, c'est qu'il s'est produit un problème, mes très chers. C'est que lorsque les services français se sont rendus compte que des jeunes des Antilles découvraient leur histoire africaine au sein de la Siva Serva, ils ont demandé, il y a des articles de presse pour vous le prouver, de faire fermer la Siva Serva. Donc c'est pour ça que je suis très reconnaissant à cette famille camerounaise qui m'a permis dans ma quête de la connaissance de trouver cette structure qu'ils avaient créée dans le 12e arrondissement, même si c'est ma présence qui a quand même fait qu'ils ont tout perdu, il faut se le dire clairement. Mais la chose qui est importante aujourd'hui, c'est que le désir de l'Omotunde, c'est celui qui revient vers ses racines, celui qui revient vers ses ancêtres. Parce qu'on a voulu le faire partir à son insu, mais il n'est pas rentré dans le traquenard. Maintenant, le Kalala, c'est l'école diopienne, donc qui a choisi le terme Kalala, c'est un terme de la royauté du Congo, notamment au niveau du Congo RDC. C'est celui qui doit expertiser la situation pour trouver les solutions pour grandir les hommes. Et la dimension de Nusiere, c'est-à-dire que l'idéal, ce n'est pas le mien. C'est un idéal de lumière, c'est-à-dire qu'on est venu sur Terre, il faut accomplir ce qu'il faut pour faire briller la lumière à l'intérieur des hommes. Vous savez, le fond de ma démarche, c'est de combattre deux choses. Le complexe d'infériorité des Africains, parce que ça ne peut plus durer. Il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, tout est exprimé dans les documents scientifiques. Nous ne disons plus les choses en l'air, c'est clair. Maintenant, l'enjeu, c'est qu'il y a le complexe de supériorité de l'occidental. Et ça, c'est un problème, parce qu'il se sert de ce complexe de supériorité pour affirmer sa domination dans les consciences, pour imposer sa religion, pour imposer sa vision. Professeur, dans nos recherches documentaires, on apprend que dans les recherches génétiques qu'on a pu faire dans votre famille, il se trouve que vous avez les origines camerounaises. Oui, alors c'est-à-dire que moi, en fait, je suis parti à Washington, donc dans le laboratoire du Dr Kittle, parce que Dr Kittle est venu en Afrique, il a pris une base de données de plus de 30 000 ADN. On a fait le test ADN, nous étions une quarantaine de personnes, et dans ce test ADN, je découvre que, parce que j'ai fait la lignée au niveau de ma grand-mère, je vois que mon arrière-grand-mère est partie du Cameroun. Vous voyez, elle est partie du Cameroun. Mais après, je me dis, mais attends, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Sur 40 personnes, on a au moins 10 personnes dont l'arrière-parent est parti du Cameroun. Donc comment ça se fait que dans nos manuels scolaires, la place du Cameroun est inexistante? Je vois que, comme beaucoup de pays africains, le Cameroun s'oriente vers la production hydroélectrique. Ça coûte super cher, il ne faut pas arrêter un fleuve. Très souvent d'ailleurs, en Afrique,
On a des tensions au niveau des peuples voisins quand un pays construit un barrage hydroélectrique, alors que nous, en Guadeloupe, nous avons la seule usine de France en géothermie. Et cette géothermie, avec la configuration du sol et du sous-sol au niveau du Cameroun, mais vous avez la possibilité, non seulement on a la possibilité au Cameroun, d'avoir des usines qui fonctionnent sur la géothermie. Je vais vous expliquer quelque chose. Depuis que j'ai commencé à parler de géothermie chez moi, avec les ingénieurs panafricains, nous avons quand même reçu des appels de gens du Qatar. Parce que le problème du Qatar, oui, ils ont le pétrole. Tout le monde dit, ah oui, tu as vu comment le Qatar... Mais le Qatar n'a plus que 20, voire 30 ans de pétrole. C'est-à-dire qu'après-demain, c'est fini. Le parc d'attractions qu'on appelle le Qatar, c'est terminé. Tandis que si le Cameroun, dès maintenant, commence à miser sur la géothermie, mais le sous-sol sera toujours chaud. Il n'y a pas de fin de géothermie. Maintenant, en deux, il y a une qualité qui permet au Cameroun de produire de l'hydrogène. À quoi ça sert? On ne sait pas stocker l'électricité. Seul l'hydrogène permet de le faire. Mais regardez le Cameroun, regardez la configuration. Vous voyez des collines partout et vous avez des villages en bas des collines. Ça veut dire qu'on peut créer des villages autonomes en termes d'électricité. Et on a le choix, même avec les stations d'énergie par pompage. Parce que la montagne, c'est un phénomène extraordinaire. On peut y construire des systèmes hydrauliques à base d'eau qui permettent de produire l'électricité. Personnellement, vous comptez vous installer au Cameroun, obtenir la nationalité camerounaise. Vous avez entrepris des démarches dans ce sens-là? Oui, totalement, totalement. D'ailleurs, même mon institut, je compte l'ouvrir au Cameroun, faire en sorte que les jeunes puissent apprendre ces humanités classiques, mais dans le regard nouveau, c'est-à-dire le regard diopien, mais de la modernité. C'était un plaisir de vous avoir et merci déjà pour ces démarches. Nous souhaitons vous avoir ici au Cameroun comme citoyen et bon retour en Guadeloupe. Merci également, mesdames, messieurs. C'était donc Politique ce matin. Nous avions un acteur majeur de cette conférence internationale organisée à Yaoundé par le CERDOTOLA. Et nous avons, par le concours de M. Simon Pierre Ngbambida, qui est sous-directeur du ministère des Relations extérieures, nous avons eu la chance de discuter ce matin avec le professeur Jean-Philippe Omotoulé Kalala, qui est très connu dans le milieu de la recherche surtout sur l'histoire africaine. Et vous avez suivi tout ce qu'il a dit sur le Cameroun, tout ce qu'il a dit sur l'Afrique, tout ce qu'il a dit sur l'histoire africaine. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous et bonne suite des programmes sur la CRTV.